La production cinématographique s'est plutôt vu reconnaître une importance particulière dans la propagande nazie. Goebbels, qui se définissait comme un amoureux passionné du 7e art, y voyait un moyen d'influence des masses extrêmement efficace. Dans l'espace d'expérience de la salle obscure, des émotions intenses peuvent être suscitées par l'image en mouvement. La construction et la diffusion de stéréotypes au service de l'idéologie nazie est donc logiquement largement passée par le cinéma. Si la majeure partie des productions ont été des films divertissants, parmi tout, sauf de la situation allemande surtout en période de guerre, rares sont des films où des modèles, en positifs ou en négatifs, sont absents. Je m'intéresserai ici en particulier à la figure du juif à l'époque nazie, qui correspond à un point essentiel de l'idéologie völkisch du régime, et la construction de la communauté de peuple nazi s'est définie en contre-pied, point par point, à cette figure. Vous allez voir comment les stéréotypes anciens ont été réquisitionnés et approfondis, systématisés en réalité pour souder, en excluant une partie de la population, le reste de la communauté. On peut identifier en gros 3 grandes stratégies filmiques utilisées pour construire le stéréotype du juif. D'une part, faire peur. Vous verrez tout à l'heure l'analogie établie par exemple entre l'extension de la peste et la diffusion du judaïsme. Faire peur, mais aussi faire vrai. Et vous pensez peut-être alors aux images d'actualité authentiques, les Wochenschau, ou au film sur Theresienstadt, ou encore à l'usage pseudo-scientifique et statistique. Faire peur, faire vrai et faire rire, enfin, ou sourire, et ici, les comédies et autres fables entreraient en jeu. Les films d'animation et les séquences animées dont je vais vous parler ont été utilisés pour ces 3 objectifs. Moins connus que les films classiques, les dessins animés jouent un rôle important dans le grand orchestre de la propagande nazie. Un rôle souligné par les moyens qui ont été mis en œuvre pour ces productions animées. Il faut remarquer le défi que représentait à l'époque la réalisation de ces petits films que vous allez voir, procédant image par image. L'animation, qui n'en est alors qu'à ses débuts, requiert de la dextérité, du temps et vraiment des moyens. Le jeu en valait la chandelle, d'après les dignitaires du régime, parce que le dessin animé constituait une véritable attraction. Les films amusants, en couleur notamment, recevaient les faveurs du public et ça permettait d'attirer ce public dans les salles obscures où il était ensuite martelé la propagande des actualités. Mais on sait aussi que les petites séquences animées en noir et blanc, à vocation propagandiste, ont été à aussi très appréciées, qui en est tout à l'heure des exemples dans la vidéo. L'animation apparaît sous le troisième Reich dans 3 catégories de production: les films publicitaires, par exemple un petit dessin animé pour la promotion de la radio, des films de propagande ouverte sous la forme de séquences ou bien de production par entière, comme tout à l'heure Dynamique libérée, et enfin sous la forme de films divertissants qui diffusent l'idéologie nazie implicitement ou qui semblent parfois aussi tout à fait neutres, mais là encore ils ont une place dans le système de communication. Donc dans la suite de cette présentation, il sera question dans un premier temps de la diversité des usages de l'animation dans les productions ouvertement propagandistes, donc des productions qui reprennent de manière tout à fait explicite des stéréotypes classiques de la culture européenne concernant la figure du juif. Et puis dans un deuxième temps, je me pencherai sur la propagande de tous, plus subtile, jouant sur les effets de clin d'œil avec le public dans des productions en couleur, des productions qui se donnent l'apparence de petites fables colorées et innocentes. J'espère vous montrer de cette façon à la fois la cohérence de l'ensemble et puis les multiples facettes complémentaires de ces productions. Alors tout d'abord quelques mots sur les usages multiples de l'animation au service direct des stéréotypes antisémites, avec en premier lieu un exemple d'usage de l'animation visant à faire peur. Je vais vous montrer un petit dessin animé. Normalement, vous devez avoir la photocopie avec la traduction, parce que ça sera maintenant, avec la traduction en français, ça a été traduit aussi, je crois. Alors, on a demandé pour vous. Donc, c'est un petit dessin animé de 30 secondes qui est dans une séquence animée, incluse dans le film Kaufmann nicht England, épicier, parole de commerçant, pour vous traduire. Il s'agissait d'illustrer les propos de Theodor Adrian von Ranke, le chef de l'industrie et du commerce, lors de la présentation du programme économique de la NSDAP.
Les Juifs ils sont figurés comme destructeurs de la culture et de l'économie allemande, et vous allez voir qu'on prend les stéréotypes que vous connaissez dans la figuration. Nach dem Kriege ergossen sich die Heuschreckenschwärme der Ostjuden über das deutsche Land. Sie trugen ihren zersetzenden Einfluss in die Kreise des deutschen Handels. Sie vergewaltigten auch die deutsche Kultur, zersetzten die Literatur, beuteten den Bauern und Arbeiter aus und würdigten den deutschen Handel herab. Auf allen Lebensgebieten des deutschen Volkes zerschlugen sie überall die Sitte und das deutsche Wesen durch ihren raffenden, spekulationsflüsternden Geist der Verantwortungslosigkeit. On trouve avec Nimbus libéré un autre exemple où l'animation est réquisitionnée pour faire peur, mais cette fois sous l'apparence d'un petit conte cruel sans happy end. Le fait est notable, vous verrez la différence avec les productions que j'évoquerai dans la deuxième partie. C'est un petit film qui a été produit à la toute fin de la guerre en France, sous contrôle allemand. Et ce film raille les prétendus héros américains. Vous allez voir sous quelle forme. Ces héros qui n'arriveront pas avec des cigarettes, mais bien avec des bombes. Et depuis le monde, c'est la figure du juif qui prélude à cette destruction et qui la coordonne. Alors ici, comme dans le petit film que je vous ai montré auparavant, la caricature qui permet la diffusion de messages simples est animée au sens propre. Le travail du dessinateur animateur rend vivant les petits personnages dont les lecteurs de Stürmer et autres publications nazies sont familiers. Pour paraphraser, en changeant simplement de cible, ce qu'on trouve écrit dans un journal interne au personnel des studios Disney, je cite, « Aucune autre forme de propagande ne peut ridiculiser l'adversaire, exposer ses absurdités avec autant de hardiesse. Qui d'autre peut prendre des objets inanimés ou des animaux et les transformer en des personnages incroyables? Et puis il y a l'attrait de notre moyen d'expression qui permet d'atteindre notre but par l'utilisation de la caricature et du symbolisme. » Fin de citation. Les petits personnages montrés en action frappent plus qu'un dessin dans un journal ou une image fixe, frappent l'imagination parce qu'ils simplifient la réalité tout en reprenant des stéréotypes déjà diffusés qui font presque partie du bon sens populaire, plein de préjugés. Et là, on retrouve des processus qu'on a déjà vus sur ces échos entre les différentes représentations et le fonctionnement sur le mode du palimpseste et de la greffe. Dans un autre style, mais toujours avec des messages clairs, cette fois appuyés sur le levier imparable de statistiques dans une démarche pseudo-scientifique, il faut évoquer les séquences animées insérées dans le film documentaire Der ewige Jude, donc le juif éternel. Ici, il s'agit de faire vrai, c'est pour ça que les séquences animées sont montées avec des séquences d'images authentiques, entre guillemets. Il s'agit donc d'apporter des preuves irréfutables de l'influence néfaste des Juifs sur la culture et la race allemande,
Vous allez voir deux petits extraits. Dans le premier, la séquence d'animation est ouvertement pédagogique et elle prétend coller à la réalité. Il s'agit d'être scientifique. Donc, vous n'allez pas voir cette fois le juif avec un gros nez, un dos courbé, un faciès particulier. On a juste des petites silhouettes neutres parce qu'il s'agit de prouver de manière scientifique donc, que les juifs auraient envahi le monde de la justice, de la littérature ou encore de la médecine. On peut monter un peu le son peut-être pour ceux qui parlent allemand. Donc vous avez le petit texte aussi. Voilà. Les juifs qui se rassemblent dans les grandes villes et pas pour travailler dans les usines, puisque sur 1000 ouvriers, on n'a que 2 juifs à Berlin. Sur 100 juges, 23 étaient juifs, sur 100 avocats, 49 juifs, sur 100 médecins, 52 juifs. Et sur 100 commerçants, 60 juifs. Le patrimoine moyen d'un Allemand atteignait 800 dinars, celui d'un juif 10 000 marks. Pas de représentation d'un juif caricatural non plus quand il s'agit de mettre en lumière les prétendus ravages de l'extension du judaïsme, reprenant des codes visuels de représentation qui servent à l'époque à figurer dans les livres de médecine des foyers d'infection. Vous allez voir des dessins sur une carte du monde qui mettent en parallèle la diffusion de la peste par les rats et les étapes de la diaspora juive. Donc je vais procéder de la même manière, je vais passer petit extrait puis vous lire la traduction du texte en français. Il y a 4 millénaires déjà, nous voyons leurs ancêtres égaux se mettre en mouvement vers l'Égypte, où pendant quelques temps, ils font le commerce des céréales. Lorsque les Égyptiens, peuplés d'agriculteurs, s'élèvent contre les usuriers et les spéculateurs étrangers, ces derniers s'exilent de nouveau et commencent leur croisade dévastatrice vers la terre promise, où ils s'installent et pillent sans vergogne les autochtones qui leur étaient supérieurs en matière de droits de culture. Ici se développe au fil des siècles, à partir du mélange oriental à tendance négroïde, la race impure des Juifs qui nous reste à nous, Européens, totalement étrangères. Nés d'éléments raciaux radicalement différents des nôtres et différents de nous par le physique et surtout par l'âme. Nous ne nous en préoccuperions sans doute pas outre mesure s'ils étaient restés dans la patrie orientale. Mais l'empire cosmopolite d'Alexandre le Grand, qui s'étendait de l'Asie mineure jusqu'à la moitié de la Méditerranée, et surtout l'immense empire des Romains, permirent le développement de l'instinct migratoire et commerçant des Juifs. Et ils envahirent bientôt l'espace méditerranéen désormais ouvert. Pendant qu'une partie d'entre eux se fixe dans les grandes villes, les lieux de circulation et de commerce à l'espace méditerranéen, la migration d'autres parties de ce peuple continue sans répit vers l'Espagne, la France, l'Allemagne du Sud et l'Angleterre. Partout, ils se rendent indésirables. En Espagne et en France, le peuple se soulève ouvertement contre eux au XIIIe et XIVe siècle et ils poursuivent leur migration, principalement vers l'Allemagne. De là, ils suivent la colonisation allemande, porteuse de culture à l'Est, jusqu'à former finalement, dans les provinces polonaises et russes de l'Europe de l'Est, un nouveau et gigantesque foyer. Le XIXe siècle, avec ses idées humanistes troubles d'humanité et d'égalité, donne aux Juifs un essor puissant. Depuis l'Europe de l'Est, ils inondent au cours du
19e et du 20e siècle de manière irrépressible les pays et les villes d'Europe et même du monde entier. Un parallèle fracassant avec cette migration juive à travers le monde nous est offert par la migration massive d'un autre animal qui lui non plus ne s'arrête jamais, le rat. Les rats sont depuis toujours un parasite au crochet de l'homme. Leur patrie, c'est l'Asie. De là, ils migrent en colonies monstrueuses à travers la Russie et les Balkans, vers l'Europe. Au milieu du XVIIIe siècle, ils sont déjà répandus à travers toute l'Europe. À la fin du XIXe siècle, avec l'accroissement du trafic maritime, ils s'emparent aussi de l'Amérique, ainsi que de l'Afrique et du Moyen-Orient. Là où les rats surgissent, ils apportent la dévastation, détruisent les biens et la nourriture des hommes. De cette manière, ils répandent des maladies, la peste, le typhus, le choléra, etc. Ils sont pernicieux, lâches et cruels, et se présentent en grande colonie la plupart du temps. Ils représentent parmi les animaux l'élément destructeur et mauvais, comme les juifs le font parmi les hommes. Alors commençons dans la caricature grossière ou dans la démonstration pseudo-scientifique. Ces séquences animées illustrent parfaitement les principes qui présidaient à la construction des films en général, tels qu'ils ont été formulés par le réalisateur Karl Retta en 1938 devant la Chambre de la culture nazie, Jokam. Je cite, c'est précisément parce que nous voulons, parce que nous devons agir sur des millions de gens simples que notre création artistique doit demeurer résolument simple. Fin de citation. Dès 1925, dans Mein Kampf, Hitler avait mis l'accent sur l'imbécilité des masses et sur la nécessité d'une propagande simplificatrice réduite à des messages clairs. On sait pourtant que Goebbels misait aussi, et peut-être même davantage, sur un autre type de propagande que l'endoctrinement simpliste qui apparaît dans les documents que vous venez de voir. C'est pourquoi je vais maintenant évoquer avec vous les potentialités propagandistes de la fable colorée, autrement dit, les vertus de la propagande douce. Le fond entre guillemets, vertus et propagande douce. Dans les petits dessins animés colorés, la transposition dans un monde imaginaire permet une propagande moins frontale, mais d'autant plus efficace qu'elle diffuse subtilement ses messages. Goebbels vantait les vertus de cette propagande douce. Il disait, par exemple, je cite, « À partir du moment où le public est conscient qu'il y a propagande, la propagande perd son efficacité. Mais lorsqu'elle reste à l'arrière-plan en tant que propagande, et agit seulement à travers la représentation d'actions, de processus, de contrastes entre les hommes, alors elle devient efficace. » Alors dans ces petits dessins animés en couleur, j'ai fait une sélection dans un corpus qui est finalement assez limité, d'une dizaine de films. Dans ces petits dessins animés en couleur, on trouve beaucoup moins souvent des personnages caractérisés ouvertement comme le juif. Et quand ça arrive, quand on trouve le juif, on se débrouille en réalité pour que la trame de l'histoire ne soit pas ouvertement antisémite. Officiellement, on raconte juste une petite histoire divertissante. Vous allez voir un exemple à partir d'un montage très rapide d'extrait du petit film Le petit arbre qui voulait d'autres feuilles. L'histoire est simple, c'est un joli petit arbre qui se lamente d'avoir de bonnes feuilles vertes. Son vœu de changement est exaucé, il se réveille le lendemain avec des feuilles d'or. Mais le juif se promène dans la forêt et lui vole ses feuilles. Le vieux stéréotype de l'habilité supposée des juifs est donc réactivé et mis en scène dans un petit conte qui se veut innocent. C'est en réalité un joli petit poème qui est d'ailleurs récité encore aujourd'hui à l'école, sauf qu'on trouve dans la version politiquement correcte, non pas le juif se promenait dans la forêt, mais le voleur se promenait dans la forêt. Es ist ein Bäumlein eingestanden im Wald, in gutem und schlechtem Wetter. Das hat von unten bis oben nur Nadeln gehabt, Blätter. Il espère avoir des belles feuilles d'or et il se réveille effectivement avec des feuilles d'or. Aber wie es Abend war, ging der Jude durch den Wald.
Sack und großen Bart. Le juif avec son sac de voleur et sa grande barbe se promène dans la forêt. Steckt ein in einen Topf und lässt das Leonbäumlein auf. Et laisse le petit arbre sans nom. On pourrait aussi évoquer un film produit par la Nederland Film sous mandat allemand, adapté d'une nouvelle antisémite par 1937, elle-même inspirée d'une fable médiévale, un dessin animé qui est encore peu connu. Pour moi, j'ai pas pu le voir dans son intégralité, on n'a encore que des bribes, ça a été retrouvé récemment dans les archives. L'histoire est celle d'un rhinocéros pauvrement venu de l'Est, nommé Iodocus, et qui porte un insigne jaune, qui répond aux idéaux de la liberté, de la démocratie et de l'égalité entre les races. En réalité, pour pouvoir spolier les animaux de la forêt. Les conséquences pour la pureté raciale sont les plus funestes, car le cochon est plus oie, la vache s'acoquine avec l'âne, etc. Donc, juste quelques petits extraits à partir d'un documentaire qui a été diffusé il y a quelques années sur Arte. Vous voyez Iodocus, donc clairement reconnaissable par les gens de l'époque, le juif qui célèbre des unions contre nature. À propos de ce film, on pouvait lire à l'époque dans le journal du parti nazi hollandais, je cite, on ne peut imaginer de meilleurs moyens de faire de la propagande qu'en faisant rire les gens. Ce Van Genetien a donné à sa nouvelle un humour tellement formidable. C'est quelque chose de très utile pour notre propagande politique. Néanmoins, la majeure partie des dessins animés en couleur utilisent des moyens plus détournés et subtils. On reconnaît rarement la figure du juif avec une étoile jaune ou un faciès qui serait particulier. On a des jeux plus détournés et subtils sur les stéréotypes dans des petites fables animalières, qui se présentent en tout cas comme telles. La petite oie stupide ou le trouble fait, par exemple, donc la Stimme Gänzlein ou Störenfried, fonctionne par association d'idées, réquisitionnant notamment le stéréotype classique dans la tradition chrétienne qui associe le juif à des animaux malfaisants, et notamment le corbeau et le renard. Vous avez peut-être aperçu à l'instant dans le petit conte sur le petit arbre ces deux animaux, et ils sont également omniprésents dans l'iconographie des ouvrages nazis pour la jeunesse. Je vous en montrerai un exemple toute fin de cette présentation. Dans la petite oie stupide, en plus de l'image, la musique joue un grand rôle. L'arrivée du renard qui séduit la coquette est accompagnée d'une musique yiddish tirée d'un music-hall sans aucun doute immédiatement reconnu par le public de l'époque. Donc c'est une petite oie qui décide de sortir du cadre qui s'est imposé par la nature, et elle ne veut pas épouser un petit monsieur oie. Elle va se laisser séduire, elle joue les coquettes au lieu de faire du sport, elle apprend à être une bonne maman, à prendre des beaux yeux comme font ses frères et comme font ses sœurs. Donc, en conclusion, on retiendra que, largement délaissés par la recherche, les dessins animés nazis méritent notre attention. Leur intérêt réside précisément dans le fait que, souvent, ils ne diffusent pas ouvertement leur message idéologique, mais font appel à des codes de représentation implicites, tout à fait passionnants à analyser pour comprendre les mécanismes de la propagande. La simple existence de ces productions confirme l'une des conclusions de Siegfried Kracauer, qui écrivait en 1942, je cite, « Il va sans dire que tous les films nazis étaient plus ou moins des films de propagande, jusqu'au simple film de divertissement qui semblait fort loin de la politique. »
Le critique souligne dans ses analyses le rôle du cinéma de divertissement qui, même lorsqu'il ne véhiculait aucun message politique, remplissait une fonction comme stabilisateur du système, en permettant d'oublier les malheurs, de faire comme si tout allait bien. À l'heure où le film en couleur est encore une rareté, le dessin animé remplit au pied de la lettre le programme que Krakawa identifie comme clé chez les nazis. La propagande nazie avait construit une pseudo-réalité rayonnant de mille couleurs. Le dessin animé n'a cependant pas servi seulement à la stabilité du système. On peut aussi estimer qu'il a participé à la préparation mentale du génocide. Car dans les dessins animés en couleur, l'animal maléfique associé aux juifs et qui vient perturber l'équilibre de la forêt ou de la ferme, cet animal maléfique est finalement éliminé de la manière la plus brutale, par les bombes de fusil, au profit d'une communauté soudée par l'épreuve, une communauté qui va recouvrir l'harmonie par l'élimination de l'ennemi. La violence infligée au renard se trouve donc légitimée par l'happy end et euphémisée par la transposition dans un monde imaginaire, un monde qui permet de montrer sans vergogne l'élimination de l'ennemi, une élimination qui est représentée donc comme simple rétablissement de l'ordre établi. Je vous montre comme dernier extrait la toute fin de La petite oie stupide. Les animaux ont été avertis que le renard a réussi à séduire le roi. La petite oie stupide est emmenée dans son ventre. Et donc, les animaux de la ferme se mobilisent pour sauver la petite oie. Et la petite oie évidemment a tiré les leçons, donc cette fois elle va accepter d'épouser Monsieur Roy qui s'était fait éconduire quelques temps auparavant. Et voilà, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Alors, sous des dehors tout à fait divertissants, on a bien affaire à une sorte de passage à l'acte par procuration et par anticipation, avec l'élimination de l'ennemi. Ce n'est pas un hasard si certains films, et c'est surtout vrai pour David Gulliou, dont vous avez vu des extraits, ce n'est pas un hasard si certains films ont été diffusés aux troupes et aux villages avant les concernés, avant les premières exécutions de masse. L'établissement d'une analogie avec les rats ou le renard vicieux relève de la mise en condition en vue de l'élimination d'une communauté juive qui est rejetée du côté du non-humain. C'est un phénomène classique que l'on retrouve évidemment à diverses occasions dans la propagande d'autres pays et d'autres périodes, car pour qu'un homme puisse surmonter l'inhibition de tuer des membres de son espèce, il faut mettre en œuvre des stratégies qui permettent de transformer l'homicide en légitime violence, en légitime défense. En ce sens, la contribution de l'animation à l'acceptation et à la réalisation du génocide ne doit pas être sous-estimée. Ces productions apparemment innocentes étaient d'autant plus efficaces qu'à l'époque, elles étaient insérées dans un univers visuel englobant, qui diffusait l'idéologie par imprégnation et répétition des stéréotypes sur tous les supports iconographiques. Avec leur propagande qui avance masquée, les dessins animés que je vous ai présentés sont encore aujourd'hui considérés comme si dangereux que leur diffusion reste interdite. C'est pour ça que c'est assez difficile de les trouver si certains s'intéressent au sujet. Vous savez qu'il faut parfois faire appel à des réseaux de collectionneurs aux options politiques un petit peu douteuses. On parvient comme on peut à ce matériau assez exceptionnel. Je vous remercie de votre attention et de votre patience.